Bonsoir à toutes et à tous. Je vous remercie d'être avec nous en aussi grand nombre pour ce café débat des rencarts du savoir proposé donc, comme ça a été dit, par le service culture de l'Université de Bordeaux, un événement qui prend place dans la soirée de lancement du festival FACT. Voilà, je n'en dis pas plus. Merci Julie donc, de la Compagnie des Créants pour ces mots introductifs. Alors, ce soir, nous allons parler ensemble d'humanité médicale, plus particulièrement d'écriture et de littérature à l'hôpital, mais aussi à l'université, dans la formation des soignants. Nous allons en fait nous intéresser à l'importance du verbe et de la plume dans la relation soin, dans le parcours médical et plus largement dans notre système de santé. Mais difficile d'en parler, je trouve, sans évoquer d'abord le contexte dans lequel travaille aujourd'hui le corps médical et dans lequel sont soignés les patients. Ce contexte, vous le connaissez, c'est celui d'une crise hospitalière, ce qui est synonyme de conditions de soins dégradées et d'une souffrance qui touche non seulement les patients, mais aussi les soignants. Et on en a peu entendu parler, je trouve, dans la presse généraliste, mais il y a peu, en octobre, est paru un rapport sur la santé des professionnels de santé, qui était commandé par le ministère de la Santé et de la Prévention, vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur le site du ministère, et qui fait suite à une consultation qui a réuni environ 49 000 contributions. Dans ce rapport, on peut notamment y lire que 55% des répondants déclarent avoir connu au cours de leur carrière un ou plusieurs épisodes d'épuisement professionnel. Vous savez, ce qu'on appelle généralement un burn-out. Un pourcentage qui monte à un peu plus de 6 répondants sur 10 quand il s'agit d'infirmiers, d'aides-soignants ou de médecins. Pour vous donner un ordre de comparaison, tout simple, dans la population générale, c'est environ un tiers des salariés français, donc 2 fois moins, ce qui est quand même déjà beaucoup, qui signalent avoir vécu un burn-out. Je m'appuie sur les chiffres du baromètre TEDIS d'Opinionway. Alors, les indicateurs ne manquent pas, simplement, j'en donne un dernier, avec les douleurs chroniques. Plus de la moitié des professionnels de santé déclarent souffrir de douleurs chroniques régulières, 60%, soit le double de ce qu'on trouve dans la population générale adulte. Alors, ces souffrances, elles sont doublement problématiques, si je peux m'exprimer ainsi, puisque, évidemment, le stress, l'épuisement, le sentiment d'abandon ressenti par de nombreux soignants peut bien sûr se répercuter sur le soin. Difficile, on comprend parfois, de faire preuve d'empathie quand on est soi-même à bout. Et inversement, des patients qui expriment le sentiment de conditions de soins déshumanisantes, indignes, ce qui traduit une réification, qu'on peut traduire un peu comme une chosification, et bien évidemment ça va toucher aussi le corps médical. C'est cette souffrance éthique qu'a étudié le psychiatre Christophe Desjours et que vous mobilisez Cynthia Fleury dans la clinique de la dignité. Souffrance éthique qu'on peut présenter dans ce cas-là comme la souffrance d'être contraint à ne pas pouvoir réaliser son travail comme on souhaiterait. Donc il y a une sorte de spirale, on pourrait dire un peu de vulnérabilité à désamorcer dans cet hôpital en crise. Or, comment y parvenir face à une logique globale dans notre société de performance, de rentabilité, un temps qui vient à manquer, un flux tout le temps tendu, ne serait-ce que simplement la verbalisation des souffrances vécues de part et d'autre, eh bien elle peine à trouver sa place, tout comme d'ailleurs le dialogue entre patients et soignants. Et on arrive là au cœur de notre débat de ce soir. Pour reprendre les mots de Rita Charon, dans un entretien réalisé cette année par Arnaud Plagnol pour la revue PSN, il y aurait un peu l'existence d'une voix, VOX, j'entends, d'une voix de la médecine et d'une voix du monde de la vie qui reste à jamais séparées. Rita Charon, peut-être que certains d'entre vous ici la connaissent, c'est une professeure de médecine clinique et docteur en littérature qui a contribué à conceptualiser la médecine narrative dont nous allons beaucoup parler ce soir. À travers cette discipline, la médecine narrative, et puis d'autres humanités médicales, nous allons voir comment ménager des lieux et des temps pour faire communiquer donc ces voix de la médecine et du monde de la vie, créer du commun, puisque communiquer littéralement c'est rendre commun, mettre des mots sur des mots avec justesse, cultiver l'écoute et puis contribuer à rendre capacitaires les patients comme les soignants. Et nous allons voir cela en faisant un focus sur Bordeaux, avec le projet de recherche Hop-Listen pour Hôpital Lieu Sensible, et la résidence artistique qui lui est associée avec l'écrivain Édouard Dauberti.
C'est un projet de recherche au Glycel qui a été lancé par la toute nouvelle chaire portée par le CHU de Bordeaux et l'Université de Bordeaux. Elle vient juste d'être lancée ici même, il y a à peine une heure. Et donc cette chaire, qui est intitulée Médecine narrative, hospitalité en santé, elle est portée par Isabelle Galichon et puis par Jean-Arthur Nicoulot-Franchi. Et en fait, c'est une antenne de la chaire de philosophie à l'hôpital qui actuellement est au sein du GHU Paris et qui est portée par Cynthia Fleury. Voilà, alors avant de laisser à nos intervenantes et nos intervenants le soin de se présenter un petit peu plus que je viens de le faire, un petit mot simplement pour vous rappeler le fonctionnement de nos cafés-débats. Le principe, le café, vous l'avez vu, il est fictif. Mais par contre, l'idée, c'est qu'il y ait un petit peu ce même temps d'échange informel qu'il y a lorsqu'il y a une pause café et que donc on soit dans l'échange. Donc n'hésitez pas, en levant la main, à participer, à faire des remarques, à poser des questions. On vous passera un micro. Je vous précise d'ailleurs de bien parler dans le micro puisque cet événement est enregistré. Il sera disponible par la suite en podcast. Voilà. Merci. Donc pour commencer les présentations, eh bien, on va faire dans l'ordre comme ça. Donc, Edouard Goberti. Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Edouard Goberti, je suis argentin. J'habite en France depuis un moment déjà et à Bordeaux depuis 10 ans. Je suis écrivain et parmi mes livres, qui sont plusieurs et différents, j'ai écrit un livre qui s'appelle Une présence idéale, qui est le fruit d'une résidence il y a déjà presque 10 ans au CHU de la ville de Rouen. Et de cette résidence est né ce livre dont on va sans doute reparler, mais qui raconte le quotidien d'une unité de soins palliatifs. Et c'est ce livre qui a fait le lien avec Isabelle et l'équipe d'Isabelle. Dont on reparlera effectivement ensuite. Merci. Isabelle Galichon. Donc Isabelle Galichon, je suis docteur en littérature. Je travaille plus précisément sur la notion de récit de soi. Et ces travaux, en fait, m'ont amené à me rapprocher de la médecine narrative, pour laquelle, en fait, ça a été une véritable rencontre. Voilà, j'ai rencontré la médecine narrative et beaucoup de soignants, et c'est la possibilité, en fait, la médecine narrative d'apporter les outils de la littérature auprès du monde du soin. On va revenir justement juste après sur la définition de cette, ce qui peut sembler étrange, médecine narrative. Cynthia Fleury. Merci. Cynthia Fleury, je suis professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers et qui a cette spécificité d'être une chaire hospitalo-académique. Et elle est également donc, au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences et elle porte le nom de chaire de philosophie à l'hôpital. Merci. Et pour finir, Jean-Arthur Nicoulot-Franchi. Oui, bonjour, merci. Jean-Arthur Nicoulot-Franchi, je suis professeur de physiologie à l'Université de Bordeaux, au sein du collège de... Allez bien dans le micro, justement. Au sein du collège Chanté. Je suis médecin psychiatre et médecin du sommeil au service universitaire de médecine du sommeil du professeur Philippe au CHU de Bordeaux. Et je suis responsable de l'axe sommeil au sein de l'unité de recherche 106, sommeil, addiction et neuropsychiatrie. Et mes axes de recherche tournent autour du lien qu'il peut y avoir entre la physiologie, le cerveau, et ce qu'il y a dans la tête, l'expérience, en termes d'expérience sensible. Merci. Alors, pour commencer, je vais annoncer, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur ce terme de médecine narrative. Lorsqu'on a préparé ensemble, Isabelle, ce rencard du savoir, vous me disiez que cette médecine narrative, c'est ni un soin par les mots, ni, attention, de la thérapie. Donc, qu'est-ce que c'est dans ce cas-là ? Ni. Et j'aurais envie de vous dire, oui, la médecine narrative, elle ne guérit pas par le récit. C'est la première perception qu'on pourrait en avoir, et en l'occurrence, elle ne se situe pas là. La médecine narrative, elle va davantage s'appuyer sur la narrativité, sur une philosophie du récit, mais sur d'autres outils que vont mobiliser les humanités en santé, de façon à travailler la relation de soins. Au niveau de la relation soignant-soigné, c'est-à-dire qu'on va accompagner les soignants pour développer des compétences narratives de façon à ce qu'ils aient une meilleure compréhension du récit que va leur proposer le patient. Mais il y a aussi un autre niveau auquel va s'attacher la médecine narrative, qui est un niveau macro, institutionnel, disons, et qui va favoriser en fait le développement de la démocratie en santé. C'est-à-dire que
en redonnant la parole aux patients, mais aussi en travaillant avec les soignants, la capacité à changer de perspective et à comprendre. On l'a travaillé ce matin dans le cadre d'une rencontre à l'Université de Bordeaux avec Jocelyn Brown de Columbia University, en travaillant avec les soignants la possibilité de changer de perspective. Et bien petit à petit, les soignants vont parvenir à désamorcer en fait des biais implicites, des préjugés avec lesquels ils travaillent et dont ils vont prendre conscience. Donc on est vraiment, avec la médecine narrative, de plein pied sur le terrain de la démocratie en santé. Et si la médecine narrative s'adresse en premier lieu aux soignants, eh bien elle s'adresse in fine, évidemment, aux patients et aux aidants. Jean-Arthur, peut-être que comme vous êtes co-porteur de la chaire, vous avez des petits éléments à ajouter. Moi je suis clinicien, en fait les patients, la médecine elle a à voir à ce qui fait mal, quoi. Avant de avoir affaire à des maladies, elle a affaire à des gens qui disent que ça fait mal, quoi. Et donc en fait, ça fait mal, c'est-à-dire qu'il y a une sensibilité qui est touchée. Et cette sensibilité touchée, il faut savoir l'accueillir, l'écouter. Et cette sensibilité touchée, elle passe par le récit des gens, des personnes qui viennent nous raconter des histoires. Et c'est pas raconter des histoires, c'est raconter leur histoire, une histoire propre qui fait du sens et auquel le professionnel de santé et l'institution doivent pouvoir accueillir cette parole. Et ça s'improvise pas. C'est pas une compétence innée de pouvoir travailler, de pouvoir faire ça. Et donc les outils, il y a différents outils pour pouvoir travailler ça, mais la médecine narrative prône que par l'intérieur de la littérature et de l'écriture, cette intention à l'expérience vécue dans l'histoire des gens par rapport à ce qui fait mal, avec comme horizon comme la mort, qui perturbe quand même pas mal, peut être travaillée et réinsufflée dans nos institutions actuellement. Cynthia, Bordeaux, je ne sais pas si vous voulez ajouter un mot par rapport à cette présentation pour l'instant. D'accord, parfait. Parce que j'ai tout un tas de questions, donc c'est super en avance. Alors, par rapport à cette narrativité en médecine, je sais que la chaire qui vient juste donc d'être signée, c'est, il me semble, la première en France. Donc, est-ce qu'on est sur quelque chose d'extrêmement neuf? Est-ce qu'on pourrait recontextualiser un petit peu comment cette narrativité en médecine s'est développée? Voilà, j'ai cité Rita Sharon, qui est donc une des premières qui a conceptualisé. Où est-ce qu'on en est à la fois en France et à la fois avec une vision plus globale? Alors, faut tomber les lunettes. C'est à la fois très ancien, parce qu'Hippocrate, l'approche de la médecine d'Hippocrate, elle était déjà narrative, et en même temps, c'est un nouveau regard qu'on porte sur la narrativité. Nouveau regard, en fait, qui s'inspire de tous les travaux qui ont été menés dans la deuxième partie du XXe siècle, que ce soit sur le terrain des sciences humaines et sociales, suite au tournant narratif dans les années 80, mais aussi une attention portée au récit des patients dans le cadre de l'anthropologie de la santé, et plus particulièrement, plus précisément, à la suite, en fait, de l'épidémie du sida, mais encore une attention portée à la narrativité dans le cadre d'une réflexion épistémologique en sciences de la santé. On s'est rendu compte bien que la narrativité, le récit était omniprésent, que ce soit sur le terrain des sciences de la santé, mais aussi des pratiques de la santé. Donc la médecine narrative, en fait, ça va être une discipline clinique et académique, donc qui a été conceptualisée autour d'un groupe de chercheurs pluridisciplinaires à Columbia University, effectivement autour du professeur Rita Sharon, qui a eu le mérite... Dans quelles années environ une question. En fait, le terme de médecine narrative, il apparaît en 2001, et la discipline, en fait, est instituée en 2009. Donc, vous voyez, c'est très récent. Et effectivement, l'enjeu, ça a été de faire une synthèse de cette réflexion qui a été menée dans les études sur la narrativité et de développer une méthodologie de façon à accompagner les soignants pour avoir une meilleure, déjà pour être conscient de la présence de ces récits dans les relations de soins, mais aussi pour mieux les comprendre. Donc une méthodologie et des outils théoriques. Voilà. Et où on en est maintenant? Évidemment, c'est très développé dans le milieu anglophone du soin, essentiellement États-Unis, Canada et aussi Angleterre.
Il y a une approche aussi de la médecine narrative qui est un peu différente en Italie, où la médecine narrative, elle est très inscrite sur un terrain hospitalier et très peu, en tout cas beaucoup moins, sur un terrain universitaire. Voilà, en fait, il y a des particularités différentes selon les pays et selon les contextes. Ce qui se comprend assez facilement, puisque c'est une approche qui va s'inscrire à partir de systèmes de santé qui sont très différents. Voilà. Alors pour garder un petit peu cette approche macro et même élargir encore, la médecine narrative, ça fait partie de ce qu'on appelle les humanités en santé, où on peut dire qu'on retrouve des sciences humaines, mais donc aussi des disciplines artistiques, puisqu'il y a la littérature, là pour le coup qu'on cite. Est-ce que, donc on voit cette chaire de médecine narrative, la chaire de philosophie à l'hôpital, est-ce qu'on peut dire qu'actuellement, il y a un peu un retour des humanités en santé, après qu'on sait qu'après la Seconde Guerre mondiale, les sciences biomédicales, l'aspect technique, qui s'est surtout développé, quitte à prendre une ampleur très importante et moins laisser de place justement aux sciences humaines. Alors oui, on peut le dire, même si en fait ce retour, en tout cas au niveau historiographique, des humanités médicales, il arrive justement, c'est un enfant de Nuremberg, hein. Donc c'est directement lié à le procès des médecins, et donc ce grand retour de la refonte de l'éthos du soignant, et de l'éthos du soignant, et de l'éthos du scientifique, parce qu'en fait, tout ça est lié, hein, la création de l'éthique de la recherche, l'intégrité scientifique plus tard même, l'éthique de la médecine, le retour des sciences humaines dans justement la médecine, tout ça c'est c'est post Deuxième Guerre mondiale, et vous avez un grand sociologue des sciences, d'ailleurs Robert Merton dans les années 40, qui est venu reposer cette nécessité de l'éthos de la science en règle générale, et puis des médecins aussi en particulier. Et donc on a vu grandir des différents champs, la question de la bioéthique, mais avant la question de l'éthique médicale, etc., jusqu'à aujourd'hui où on a encore, avec la médecine narrative, c'est vrai qu'on a un grand retour, parce que la narrativité était inaugurale, tu l'as rappelé Isabelle, elle était inaugurale, mais elle était justement précisément anti-scientifique. Hein, je veux dire, on a eu un grand affrontement, alors qui est symbolisé par le 19e siècle, mais même après, par un positivisme qui a considéré que le rationnel, c'était pas du narratif. Bon. Et donc on a, c'est vrai, de nouveau, depuis les années 2000 et même avant, depuis les années 90, un grand retour de la narrativité qui se réarticule au rationnel en règle générale, et c'est ça qu'on essaie de porter, et c'est d'ailleurs la volonté de Rita Charon de porter un evidence-based medicine compatible avec la médecine narrative. Donc de toute façon, la jonction, c'est vrai que c'est une narrativité, c'est une néo-narrativité, on va dire. Bon. Donc voilà un petit peu ce mouvement. Alors une fois qu'on a dit ça, n'empêche, et c'est pour ça que je pense que nous formons tous un front commun, c'est dans le communicationnel et le déclaratif, il y a un grand retour des humanités médicales, des humanités en santé. Dans les faits, je pense que voilà, ça reste un engagement actif, proactif, quotidien, et qui nécessite voilà, justement de former un front pluriel, parce que ce n'est pas toujours aussi simple, pas forcément d'ailleurs pour des raisons idéologiques, mais déjà pour des raisons d'économie de la santé, de rationalisme gestionnaire, de manque de temps. Et ça, c'est aussi un autre grand combat politique qui est derrière celui de la défense des humanités en santé. Merci. Est-ce que, par rapport à cette présentation assez générale que nous avons abordée, il y a déjà des questions? Si oui, levez très haut la main, parce que comme vous êtes plongé dans le noir, il va falloir que j'arrive à vous distinguer. Non, pour l'instant, pas de remarques, pas de questions? Si, oui, on va vous passer un micro. Alors, je me permets juste une petite démonstration par expérimentation. Je parle dans mon micro, comme ça marche. Je parle dans mon micro comme ça ne marche pas. Je suis expressif et je parle comme ça ne marche pas non plus. On gagnera du temps. Il parle comment expressif? Oui. Ici, Modèle neurobiologiste et professeur émérite de la faculté de médecine de Bordeaux.
peu re-questionner la position de la médecine narrative. Isabelle, vous le rappeliez, les mots qui fait partie de la médecine, ils sont même, je veux dire, la matrice mère de la médecine. Il y a, je ne sais plus qui a dit que finalement, la nécessité du soignant, c'est de comprendre la langue de son patient. Je crois que c'est vrai, et que notre médecine contemporaine, pendant un certain temps, quand même, a négligé cet apport d'empathie, etc. Mais pour autant, et je trouve que César Fleury, dans son livre sur Sigil la mer, vous mettiez les choses au carré, c'est-à-dire que vous étiez peut-être pas politiquement correct, mais vous rappeliez quand même que pour guérir, il faut avoir le désir de guérir, comme Guilhem disant que la guérison c'est une création, qui finalement reprenait un petit peu Spinoza avec son conatus, sa persévérance de l'être. Et je me demande si la société, je veux dire, prend bien en compte l'homme. Il y a la technique qui a tendance à effacer l'homme. C'est quand même le projet de la technique. Mais pour autant, je veux dire, est-ce qu'on fait... Le neurobiologiste que je suis connaît des potentialités cérébrales. Parlons par exemple du placebo, c'est formidable, et il y a même le placebo ouvert, c'est-à-dire qu'on dit même aux patients, on va vous donner un placebo, ça peut marcher, et ça marche. Donc est-ce que entre peut-être ce qu'on peut appeler un excès d'empathie et un abandon de l'homme par la technique, comment se positionne ce que vous parlez en termes de médecine préventive? Narrative. Alors déjà, d'une part, je suis très heureuse, Monsieur Simonet, d'entendre votre question, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger déjà, dans le cadre d'un rencard du savoir, sur la question de la douleur. Et peut-être qu'on peut rester justement sur le sujet de la douleur. On a travaillé hier soir avec un groupe d'étudiants en 4e année de médecine, dans le cadre d'un cours optionnel littérature et médecine sur la douleur. Et on mettait en évidence combien ce phénomène complexe qui est celui de la douleur, que vous connaissez bien mieux que moi, était éminemment subjectif. Et qu'il était important aussi de pouvoir l'aborder par le récit, pour entendre la personne, ne serait-ce que pour entendre la plainte et la parole du patient, de façon à ce que le patient soit reconnu dans sa douleur. Donc je pense qu'il y a là, en fait, un point de fondement qui, même s'il va être soutenu par toute une thérapeutique très moderne, ne se dissocie pas, en fait, de ce passage par le récit. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Non, moi je vais juste dire par rapport au sujet de la médecine narrative et la question du consentement aux soins et de la fabrique de ce consentement, de ce désir de soins. Comment, justement, je pense que l'éthique narrative, la médecine narrative, mais on va dire que le fondement de la médecine narrative, c'est quand même l'éthique narrative. L'éthique narrative, si vous voulez, en tout cas, c'est un outil, c'est pas le seul outil, mais c'est un outil, je pense, qui permet de constituer ou d'aider à constituer ce désir de soin, de rappeler que le patient est le premier acteur de soins, et de lui-même de se permettre de se raconter, d'un pouvoir dire, c'est très bien raconté par Ricoeur, qu'on devient, voilà, on attrape cette agentivité, tu en parlais toi aussi tout à l'heure, et ça déjà, oui, c'est pour ça que c'est important ce temps-là, parce que très souvent, dans cette éthique narrative va se construire la base du transfert, la base de l'alliance thérapeutique, la base de la confiance, sans doute des éléments absolument déterminants pour une observance, pour un non-contournement du soin, pour un non-évitement du soin, etc. etc. Donc oui, il y a une manière, je dirais, de restaurer le sujet capacitaire du patient par notamment le récit. Déjà ça. Et c'est donc par la symbolisation, alors même qu'on n'a pas encore enclenché une thérapie, un traitement, et c'est vrai que souvent, sans ça, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que le patient est réfractaire, échappe, contourne, et donc c'est vrai que je pense que voilà, ce travail
des médecins. Parfois, le temps est manquant pour créer cet aller vers le fait d'être soigné et d'être acteur de son soin. Je refais une petite démonstration tout en marchant. Bonsoir Isabelle. Je suis ravi d'être là. Je suis un malade chronique, un patient, quelqu'un qui souffre. Je suis ravi d'entendre qu'on va encourager les patients à produire des récits. Et je pense qu'effectivement, la verbalisation, ça fait du bien. Nous le savons, je suis un praticien de la chose. La question est de savoir, quand on produit un récit, on oblige aujourd'hui personne à l'entendre. La question que je vous pose, c'est comment est-ce qu'on peut modifier la posture des professionnels qui passent leur temps invariablement à boucher leurs oreilles, peut-être parce que le récit les dérange. Peut-être, c'est une hypothèse. Voilà, j'arrête là. Alors, c'est moi en tant que médecin qui... Mais bien sûr que ça dérange parce que ça nous perturbe, mais on n'est pas des surhommes quand quelqu'un nous exprime une souffrance. Ça nous perturbe aussi. La confrontation à la mort est perturbante et sans le protéger de manière défensive, c'est une manière aussi de se protéger. Mais je pense que ce qu'on soulève depuis tout à l'heure, et votre introduction était marquante pour ça, c'est que les soignants ne veulent pas boucher leurs oreilles. Ils voudraient pouvoir ouvrir leurs oreilles, mais en fait, c'est que le cadre institutionnel dans lequel ils travaillent, la temporalité qui leur a imposé, la charge de travail fait que cette capacité à mettre en œuvre ça ne se met pas, quoi. Et donc c'est ça qui est source de burn-out, c'est quand tu travailles dans des contextes où tu ne peux pas faire bien ton travail selon tes valeurs. Ce qui est marquant, c'est que moi j'ai dans l'hôpital, au CHU de Bordeaux, mais dans tous les hôpitaux, les cliniques, tu ne vois pas de patients, de médecins, de soignants, de professionnels de santé qui ne veulent pas travailler en fait. Vous voyez, tout le monde veut faire bien son travail. Le problème, c'est à quel moment j'abandonne parce que je trouve que ça ne fait plus écho avec l'institution qui me reconnaît dans ce type de tâches. Et c'est cette mise en écho de ma fonction dans une institution qui reconnaît et qui porte symboliquement ça, que la médecine narrative peut questionner, mais pas que, il y a plein d'autres outils, mais c'est dans cet aspect-là, et ça c'est la spécificité de la chaire, je pense, de médecine narrative à Bordeaux, on porte une attention particulière au fait que les discours sont toujours situés dans des lieux, situés dans des institutions, et que les institutions sont des institutions symboliques, c'est-à-dire qu'elles mettent en possibilité le fait que les récits soient entendus et écoutés. Et ça, c'était ce qu'en psychiatrie a été développé dans la psychothérapie institutionnelle. Les quelques rares cliniques psychiatriques qui continuent à faire ça sont quand même de plus en plus limitées, mais reporter ça, c'est important. Je me souviens, dans le soin et l'humanisme, tu disais qu'il y a une nosocomialité également institutionnelle, c'est-à-dire qu'à côté de la nosocomialité infectieuse, le fait que les lieux de soins où on se regroupe, des virus peuvent entraîner, être plus présents et on peut souffrir d'une infection du fait qu'on est hospitalisé, il y a une nosocomialité institutionnelle qui fait que du fait d'une organisation particulière, il peut avoir quelque chose de l'ordre de la maltraitance qui se met en place et le début c'est de boucher ses oreilles. Et être attentif à ça dans nos institutions, redynamiser les institutions vers cette ligne. La médecine narrative peut y participer, je dis peut y participer, et plein d'autres outils, comme ce que dans la chaire de philosophie à l'hôpital à Paris, avec un écosystème plus dense, mais en œuvre, peut réaliser. En fait, la médecine narrative, elle permet de revenir à une expérience sensible par le détour en fait, d'un support artistique, où on va mettre en évidence en fait, des émotions esthétiques qui vont sensibiliser le soignant. Alan Bickley, qui est professeur d'humanité en santé en Angleterre, a mis en évidence le fait que plus on développait la sensibilité esthétique des soignants, plus on développait leur sensibilité clinique. Donc, ce qui veut dire que non seulement on va développer des compétences narratives par le biais des ateliers de médecine narrative, mais en plus, il y a aussi alors je ne vais pas parler d'amélioration, mais en plus on va travailler les qualités cliniques aussi pour établir des diagnostics, pour accompagner le patient dans un parcours thérapeutique. En fait. Parce qu'on va travailler d'autres formes d'approbation.
Et ça, c'est important. En fait, les soignants travaillent essentiellement des qualités d'interprétation qui sont qui relèvent d'une interprétation cognitive. Avec les ateliers de médecine narrative, en travaillant sur les supports littéraires, on travaille une autre forme d'interprétation qui est une interprétation qui est de l'ordre de l'invention. C'est-à-dire qu'on est capable, dans une situation d'incertitude, eh bien, de se projeter dans un contexte que l'on maîtrise moins. Voilà, ça a été travaillé, ce genre de choses, du côté de la littérature. Il y a plusieurs points sur lesquels nous pourrons revenir ensuite. Je rebondis simplement sur l'aspect artistique, puisque nous avons la chance d'avoir un écrivain autour de la table pour qu'on évoque tout de suite, avant éventuellement nous n'ayons plus le temps, le projet quand même Hôpital Sensible, auquel Jean-Arthur, Isabelle et Eduardo vous participez, que vous portez. Déjà, peut-être tout simplement nous dire comment vous avez été amenés tous les trois à travailler ensemble. Alors, Une présence idéale qui est parue, ça fait quelques années déjà, n'est pas un livre, en tout cas consciemment, de médecine narrative. Il ne pourrait pas l'être, parce que je ne savais même pas que la médecine narrative existait au moment d'écrire ce livre-là. Et le concept n'a jamais été évoqué quand on a fait le pacte avec les gens du service culture du CHU de Rouen et qui m'ont invité. En fait, il n'y avait même pas la demande d'un livre. Tout ce qu'ils demandaient, tout ce qu'ils m'avaient proposé, c'était de passer 2-3 semaines et d'écrire un petit texte de 10 pages. L'expérience était tellement bouleversante pour moi et l'équipe des soignantes, on va dire, parce que c'était 99% féminin, avait tellement envie de se raconter, et ça peut faire écho, mais après je reviens à la question précédente, que quand je me suis rendu compte, j'avais déjà 3 cahiers qui éclataient des notes. Ça, c'était la première surprise. Deuxième surprise, les notes étaient en français. J'avais jamais écrit en français. Oui, des lettres pour les impôts, mais j'avais jamais écrit de la fiction. Et tout a basculé. J'ai écrit ce livre où c'est une série de monologues. C'est un discours collectif de cette unité. J'ai fait, ça c'est mon côté oulipien, j'ai fait le graphe de l'unité de soins palliatifs, X quantité d'aides-soignantes, et tout le monde prend la parole une fois pour raconter, pas forcément un patient, ça change tout le temps. Ça peut raconter un patient, ça peut raconter eux-mêmes, ça peut raconter une collègue, ça peut raconter une histoire ou ça peut être une réflexion. Voilà, ça c'est la formule du livre, qui est inspiré d'un autre livre, un livre d'un écrivain américain qui s'appelait William March. Je vous propose peut-être pour qu'on puisse voir à quoi peut ressembler justement un des témoignages qui est présent dans le livre. Alors sachant que vous avez fait tout un travail justement de réécriture, mais qu'il y a un des textes qui est présent où finalement c'est la parole quasi inchangée de la personne avec qui vous avez échangé. Je pense à l'infirmier Hervé Mondrelier, dont les noms sont changés évidemment. Oui. Alors, avant de lire très rapidement, il n'y a pas une méthode pour écrire ce livre. Le sujet, c'est l'intuition. Ce livre est pure intuition. Il n'y a pas de méthode. Je ne suis pas arrivé avec un protocole. J'ai d'abord découvert que j'allais écrire un livre. Ce n'était pas prévu. Après que j'allais l'écrire en français. Et après, qu'est-ce que j'ai fait? Comment j'écris ce livre-là? Et j'ai découvert au fur et à mesure. Ce livre a un socle. Le socle que je ne touche pas, c'est le savoir qu'elles m'ont transmis de leur métier. Ça, je ne le touche pas. Ça serait idiot parce que c'est elles qui savent et qui m'ont transmis ça. À partir de ce socle, par moment, je mélange 2 ou 3 histoires qu'on m'a racontées. Par moment, j'installe une fiction. Par moment, j'installe rien. Je laisse tel quel. Et cette souplesse, j'essayais aussi que cette souplesse reproduire avec cette souplesse, la souplesse que je voyais dans leur travail. Voilà. Alors, il y avait un infirmier, mais l'infirmier c'était un mythe. Ça faisait des semaines que j'étais là, je demandais pourquoi vous êtes que des femmes, et chacune me donnait une réponse, j'ai mis les différentes explications et théories à l'intérieur du livre, mais l'infirmier était un mythe. Et il était jamais, mais je pensais que c'était faux, c'était une blague, qui n'existait pas. Et la dernière semaine, il y a une aide-soignante qui vient qui me dit l'infirmier est là. Et non seulement il est là, mais en plus il va parler avec lui. Moi j'étais
C'était comme si j'allais connaître Messi ou Maradona. C'était totalement... Et voilà, et l'infirmier qui était très pressé est venu, il a parlé avec moi, et je le laissais presque tel quel. C'est le seul cas où j'ai presque rien touché. Bon, après, il y a les virgules, les points, le rythme, non, mais le fond, j'ai rien touché. Et voilà. Je suis le seul homme dans l'unité, le seul homme infirmier, je veux dire. On y trouve aussi quelques médecins, mais pas beaucoup. On a encore Patrick, Christophe, Olivier et les autres grands cavaliers. Mais je suis le seul infirmier. Et je pense que le regard d'un homme infirmier est important. Forcément, on examine et on ressent les choses d'une autre façon. Or, les patients des deux sexes sont tellement habitués à voir des femmes parmi les aides-soignantes et les infirmières qu'ils s'adressent à moi de façon invariable en disant « Docteur, docteur ». Au début, je rougissais, embarrassé. Après ça, je me contente de sourire et parfois je ne rectifie pas. Il semble si heureux d'avoir la visite d'un médecin. Merci pour cette lecture de ce passage. Oui, c'est sûr. C'est un très beau texte pour travailler la question du genre en médecine, dans le cadre d'un atelier de médecine narrative. Et alors, puisque là on a parlé finalement de votre expérience passée, je vous propose de passer justement au présent et de nous expliquer un petit peu ce projet Hôpital Sensible. Alors, tout simplement, j'étais invité par Isabelle, par toute l'équipe en fait, là aussi. Je suis allé présenter le livre, lire quelques extraits, raconter mon expérience. Après, on est allé boire un café, une bière, les deux, voilà. Et là, j'ai dit que j'avais depuis quelque temps une idée parce que le livre a été écrit et publié avant le Covid. Ça, c'est important à dire aussi. Et le livre a été bien reçu, mais ça a été, comme on dit, un succès d'estime. Vous savez ce que ça veut dire. Et par contre, après le Covid, je pense que la société a changé un peu le regard sur les soignants, un peu au moins. Et cette version en poche est sortie et le livre a eu une deuxième vie. Et là, j'avais l'envie de proposer à un hôpital, mais pas un service de soins palliatifs et pas de Rouen, de s'emparer de l'esprit du livre, pas pour le copier, mais de donner la parole directement aux soignants et aux soignantes, de leur dire est-ce que vous voulez écrire votre livre et raconter les histoires. Et je proposais de mener des ateliers d'écriture pour les inciter ou les aider à démarrer, donner quelques démarreurs, quelques pistes. Et à ma grande surprise, Isabelle a dit oui, l'idée m'intéresse, et non seulement ça, mais elle a concrétisé, ils ont concrétisé le projet, et je suis hyper touché que ce soit en plus à Bordeaux où j'habite. C'est vraiment super. Bon, après tu peux raconter. Oui. Non, mais, mais vous avez raison, c'est un bon timing. Donc effectivement, la proposition d'Eduardo, elle nous a paru évidemment très intéressante, d'autant que dans le cadre de la chaire médecine narrative hospitalité en santé, on a dans nos projets d'accueillir au moins un artiste en résidence tous les ans. Donc Eduardo était le premier, j'espère, d'une très longue série. Mais Eduardo restera le premier. Voilà. Donc ça d'une part. Et d'autre part, en fait, ce projet, donc Hôpital Sensible, qui s'inscrit dans un projet un peu plus global, qui va se dérouler sur plusieurs années, qui s'intitule L'hôpital, un lieu sensible, Hoplicène, comme on a évoqué tout à l'heure, en fait, a pour objectif de deux choses. D'une part, de prendre en considération le lieu dans le cadre de la relation de soins. Et ça, dans le cadre de la chaire de philosophie à l'hôpital, c'est déjà travaillé dans le cadre, entre autres, d'un séminaire de recherche proposé par Éric de Toisy, qui s'intitule Architecture et care. Comment est-ce que le lieu permet d'entrer dans la relation de soins? Et ça, c'est fondamental.
Ça d'une part. Et puis sur un autre aspect, il y a une dimension plus épistémologique pour la discipline médecine narrative, eh bien, c'était de prendre au sérieux le lieu. Parce que dans le cadre de la médecine narrative, la notion de temps propre qu'on retrouve, cette notion de temporalité qu'on retrouve dans le récit, eh bien, elle est fondamentale. Mais celle du lieu, elle l'est tout autant. Donc c'est la possibilité pour nous de travailler aussi ça avec d'autres méthodes et en prenant des artistes au même titre qu'un chercheur. Et ça, c'est important. C'est très important pour nous parce qu'on va proposer d'autres formes de connaissances. Non seulement d'autres méthodologies pour aborder ces sujets en compagnie d'artistes, mais en plus d'autres formes de connaissances. Voilà, et ça, c'est important. Et très concrètement, les ateliers d'écriture, justement, vous avez évoqué comment ça se passe, combien il y a de personnes, qu'est-ce qu'on y fait pour que vraiment on se représente bien le principe. D'abord, on a lancé une invitation, on a eu une dizaine de personnes qui ont voulu jouer les jeux, des gens qui avaient déjà... Donc que des soignantes et des soignants. Au début, oui, après on a ouvert un tout petit peu la fenêtre, mais la plupart ce sont des soignantes, encore une fois, des femmes, et on a travaillé une fréquence plus ou moins d'une rencontre mensuelle. Moi j'ai donné j'ai donné à lire le livre pour commencer à entamer le dialogue et l'échange, mais il y avait quelques soignantes qui avaient déjà une expérience d'atelier d'écriture dans le cadre de la médecine narrative, qui écrivaient déjà, mais pas toutes. Et après, moi j'ai donné des propositions, parfois ce sont des démarreurs ou des pistes plus thématiques, par exemple, je ne sais pas, revenir sur les premiers jours, les premières semaines de travail, parler du choix, si on peut parler de choix, de la profession, du métier, parler d'un patient ou d'une personne inoubliable ou qui était marquante, des choses comme ça. Et après aussi quelques démarreurs ou quelques pistes plus formelles. Voilà. Et ça a donné aussi quelques petits textes poétiques qu'on va entendre à 21h. J'espère que vous allez rester. Et voilà. Et c'était très intéressant parce que c'était pas un groupe homogène. Quand j'ai travaillé avec le soin palliatif, c'était un groupe homogène, même si dans cette homogénéité, il y avait ceux qui avaient 20 ans d'expérience, les soignantes qui venaient d'arriver, différents métiers, mais quand même, c'était assez homogène. Ici, c'est très intéressant parce que, dans quelques cas, ils se sont connus à travers cet atelier d'écriture. Et même s'ils se connaissaient, peut-être qu'ils se connaissaient un peu de loin. Et le fait d'échanger et de se raconter à travers le texte, c'est hyper intéressant parce qu'on écrit sur place. Moi, je donne une proposition, on travaille sur place, on prend 1 heure, ça dépend, mais après on fait la lecture. Et cette lecture est révélatrice de plusieurs façons. D'abord, quand on lit un texte qui est tout chaud, qu'on vient d'écrire, c'est une révélation pour la même personne qui vient d'écrire le texte, mais aussi on découvre comment on le lit, avec quelle intention. On ne sait pas quand on est en train de l'écrire, mais le retour, les commentaires des autres, c'est aussi une révélation. Il y a ce moment d'écoute aussi. Il y a le moment d'écriture, il y a le moment d'écoute, on s'écoute nous-mêmes lire le texte et on écoute après les retours des autres. Et après, il y a un travail de réécriture qui n'est pas forcément seulement technique. C'est un peu technique, mais aussi c'est quand on cherche le mot juste, c'est littéraire, mais en même temps, on s'interroge sur le métier. Quel mot on sent que c'est le mot juste pour parler de mon métier. Ça, c'est un défi, je trouve, passionnant. Jean-Arthur, est-ce que vous avez éventuellement des éléments à ajouter Non, mais je pense que la démarche est sensible et la démarche d'Eduardo est caractéristique, je pense, du lien art-science d'Enfac, c'est-à-dire, moi, comment je le vois, et je trouve que c'est ce qu'on ressent, c'est que l'idée n'est pas de crédibiliser une activité artistique du fait qu'elle porterait quelque chose de scientifique et poétiser une activité scientifique du fait qu'elle porterait quelque chose de poétique, quoi. Vous voyez, comme si le scientifique voulait dire « Ah, en fait, je suis aussi artiste » et l'artiste voulait dire « Ah, en fait, regardez, je peux lire des trucs sur la science », mais de créer des lieux de rencontre et du temps de rencontre
pour que se crée une nouvelle perspective, ce qu'Isabelle met en avant, quelque chose d'une nouvelle sensibilité, d'une nouvelle objet. Et c'est ça la transdisciplinarité, c'est pas juste faire parler deux personnes, c'est tout d'un coup quelque chose d'autre se donne à voir, quelque chose du sensible dans le soin, en l'occurrence, là, parce que c'est un projet art-science autour de l'enjeu de la science médicale et de la narrativité en médecine, du coup, dans le soin, dans la narrativité, dans une unité médicale. Mais tout d'un coup, on voit que là apparaît, conjointement dans cette rencontre, quelque chose qui est fondamental et qui naît justement de ce lien art-science-art. Et ça, c'est, je pense, ce qui a apporté le projet, mais d'avoir pu aussi, à 2-3 ans, faire un autre projet d'art-science, je pense que c'est ça qui, cette transdisciplinarité elle-même qui est fondamentale et que le coup dans la classe sensible, on a mis en place et que vous verrez tout à l'heure. Cynthia, je sais que vous avez une expérience aussi de ces ateliers d'écriture, on pourrait dire aussi de partage, puisque donc il y a ce temps aussi de lecture, puisque à travers la chaire de philosophie à l'hôpital, il y a des ateliers consacrés au burn-out des soignants qui sont organisés par Valérie Gâteau, mais il y a également aussi des ateliers d'écriture dans une antenne de la chaire qui est située à l'hôpital de Panzi, en République démocratique du Congo, avec des ateliers qui sont cette fois dédiés aux soignants qui travaillent sur les violences sexuelles faites aux femmes. Est-ce que vous pouvez peut-être nous dire quelques mots, justement, on a vu là un petit peu comment fonctionnaient ces ateliers dans le cadre donc d'un projet Art et Sciences, là parler un petit peu de ces autres ateliers d'écriture. En fait, c'est des ateliers qui ont été aujourd'hui, qui sont, alors je parle pour le GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences, puisque ça fait un petit peu plus longtemps qu'ils sont mis en place par Valérie Gâteau et qui sont au cœur de la clinique institutionnelle. Hein, c'est ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est devenu aujourd'hui un outil, je dirais même d'éthique institutionnelle. Alors d'abord, dans un premier temps, c'est vrai, dédié plutôt à l'épuisement professionnel des soignants, mais très très rapidement, en fait, et c'est ça l'intérêt, c'est-à-dire qu'il ne vient pas simplement se dire le malaise. On sait très bien que par la fonction cathartique du langage, par la fonction de symbolisation, par la fonction même de praxis de résistance, c'est-à-dire que se constitue dans ces ateliers aussi un plaidoyer pour faire autrement. Hein. Donc il se restitue l'esprit de corps et aussi les stratégies qu'il faut pour défendre autrement ce métier qui est le leur et qui est le nôtre d'une certaine façon par le fait que c'est une fonction soignante en partage. Donc ces ateliers, ils existent, ils sont interstitiels, c'est-à-dire parce qu'il y a quand même toujours cette problématique du temps. Et donc nous, on a choisi, on a été, très humble, on a mis ça à l'heure du déjeuner. Et donc, en gros, c'est comme ça, dans l'interstice du déjeuner. Et puis, on a chaque année un parrain en écriture qui vient. La première année, c'était Martin Winkler, la dernière année, c'était Philippe Lançon, on a eu Sarah Chiche, enfin bref. Donc, on a comme ça des parrains qui nous accompagnent dans cet exercice-là. Généralement, ensuite, il y a un livrable, pardon pour ces mots, commun, parce que indépendamment des textes, à la fin, il y a un objet commun, il y a une exposition, on a également une médiation artistique, parce que c'est vrai que entrer d'emblée dans une verbalisation et même dans un travail d'écriture, ça peut être un peu, il peut y avoir un peu d'inhibition. Et donc souvent, trouver un point de médiation, qui peut être un extrait de film, qui peut être, nous on a un dessinateur, un illustrateur, qui s'appelle Jacopo Mandiche, et qui vient dessiner, peindre même les soignants, et mettre en image les thématiques qui sont proposées. Et je vous donne juste un exemple, ça peut être des choses comme « Vous êtes un lit d'hôpital, racontez-moi ». Voilà, bon, vraiment quelque chose où on vient travailler sur de la fiction, du décentrement, etc. Et puis en revanche, on peut aller sur des sujets qui apparaissent plus politiques, sur la question de le malaise, la souffrance, la pathoplastie. Hein, on parlait des lieux, la psychothérapie institutionnelle et aussi connaît bien la manière dont les lieux, tu disais tout à l'heure, nous accompagnent, nous portent. Il y a une fonction phorique, entre guillemets, des lieux, et à l'inverse, il y a parfois précisément
des lieux qui, alors pas seuls, hein, avec les hommes, vont créer des milieux de soins où précisément les régimes d'attention sont pauvres, sont tristes, sont découragés, voire sont toxiques. Bon, et donc à un moment donné, pouvoir le dire aussi, pour pouvoir faire cette narrativité du malaise, c'est aussi une manière de le retourner, et pas simplement de le subir. Donc voilà, il y a aussi ça dans ces ateliers, et aujourd'hui il se déploie ailleurs. Et alors ça c'est un premier point, et puis alors à Panzi c'est encore autre chose, c'est encore plus compliqué. Panzi c'est un lieu de haut trauma, puisque c'est des violences de genre, et à Panzi la chaire elle fait plusieurs choses avec beaucoup de complexité, parce que c'est pas simple dans un territoire de zone rouge de faire de l'evidence-based medicine, on va pas se mentir. Donc c'est voilà, et puis en plus on a du traumatisme vicariant sur les soignants très fort, donc un épuisement très très lourd, et puis une non-autorisation de la part des soignants. Je crois qu'on connaît tous ça, hein, parce qu'il faut un phénomène d'autorisation de la part des soignants, de reconnaître que, tiens, on peut entrer dans la verbalisation sur cette question, sans trahir éventuellement même l'institution. Donc il y a toutes ces questions-là à Panzi, et c'est pas simple. Voilà. Et alors, dernier point, parce que Panzi, pour le coup, c'est ce qu'on disait ce matin, nous on a vu très rapidement les limites aussi, pour l'instant, de cette verbalisation. Et donc à ce moment-là, de voir si on peut travailler avec d'autres outils de l'art-thérapie, parce qu'ils sont moins standardisés, ils sont moins automatisés. Parce qu'aujourd'hui, même le récit, par exemple, des survivantes, il est automatisé. Il a tellement été répété. Il se donne à dire, voilà, pour respecter quantité de codes. Et donc, résultat, nous, chercheurs, on est là à traquer le sujet, ou en tout cas à essayer d'accueillir le sujet des patients, des survivants, peut-être parfois simplement par la danse, d'autres types de mouvements qui ne sont pas dans la verbalisation, et où un sujet un peu plus libre, un peu plus singulier, voilà, un peu moins enfermé, va pouvoir se dire. Et donc résultat, voilà, c'est une autre narrativité, mais qui ne passe pas nécessairement par le verbal. Pour être sûr de bien comprendre, quand vous dites que finalement c'est un petit peu automatisé, c'est que quand vous avez les témoignages qui sont verbalisés, on retrouve souvent finalement la même manière de dire les choses, avec les mêmes limites que des personnes n'arrivent pas à dépasser. Oui, en fait, il est un moment où, si vous voulez, pour pouvoir produire une verbalisation authentique, il faut aussi un cadre de confiance fort, de tranquillité, il faut qu'il n'y ait pas non plus une quantité de conflits d'intérêts. Donc tout ça, à Panzi, à l'heure d'aujourd'hui, c'est pas toujours possible ainsi. D'abord parce qu'on parle, ne serait-ce que prenons une chose toute simple, vous ne pouvez pas être seul avec une survivante, vous ne pouvez pas. Vous avez nécessairement ce qu'on appelle une mama chérie à côté. Donc vous avez un œil, vous avez un principe, vous n'êtes pas dans une situation analytique d'un colloque singulier. Donc rien que cela, ça fait que la parole est sous écoute. Donc elle est surveillée. Bon, indépendamment de ça. Et puis, sur le fait de sans cesse devoir répéter, parce qu'il y a des lieux où il y a beaucoup de monde qui vient, et donc les paroles sont répétées. Donc c'est vrai que là, l'enjeu, c'est d'essayer de restaurer une authenticité dans cette parole. Et c'est parfois totalement possible, mais pas toujours, et donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir produire des outils aussi autres. Et simplement un dernier petit point, je reviens aux ateliers à Paris cette fois-ci. Vous évoquiez tout ce que ça apporte au niveau individuel, le fait de dire le malaise, le retourner déjà et pas juste le subir, mais vous avez aussi évoqué le fait qu'avec tout cet ensemble de prises de parole se constitue un plaidoyer pour faire autrement. Vous avez parlé d'exposition, je l'imagine que c'est une manière justement de communiquer ce plaidoyer. Quelles sont les autres façons de communiquer ce plaidoyer? Est-ce que vous voyez déjà, puisque vous disiez que ces ateliers-là commencent eux à avoir un petit peu plus d'années que ceux qui sont à l'hôpital de Panzi, est-ce que vous voyez un petit peu l'écho que peut avoir justement ce plaidoyer qui ressort par ces ateliers?
Moi, je pense que il y a plusieurs points. Il y a d'abord simplement le fait, si vous voulez, que on est passé d'un temps au GHU où ces ateliers étaient plutôt considérés comme quelque chose d'un peu, je ne vais pas dire anecdotique, mais en tout cas pas nécessairement compris. Voilà, quelque chose qui était du côté peut-être, oui, du bien-être, comme tu disais, d'un moment, d'un souffle, d'un repos, voilà. Et puis vers quelque chose qui est plus ritualisé et qui est plus utilisé, encore une fois, pour consolider les collectifs. Donc, et qui devient un outil d'éthique organisationnelle. Et c'est pas au même endroit. Donc l'outil a été attrapé par l'institution, alors qu'il était incompris. Et ça, c'est tout simplement le retour des soignants qui ont raconté auprès des directions, de leurs camarades dans les services, etc., qu'est-ce que ça transformait en eux, en termes d'agentivité, mais aussi de lien avec autrui, parce qu'à partir du moment où vous restaurez votre propre parole, vous savez très bien que derrière, vous allez instaurer un interrelationnel et un intersubjectif qui est un petit peu plus renforcé, qui est un peu plus consolidé. Donc, résultat, vous ne faites pas collectif aussi de la même façon. À partir du moment où vous faites sujet différemment, vous ne faites pas collectif de la même façon. Et donc, immédiatement, il y a un impact, en fait, sans même le vouloir. Et je pense que chacun, voilà, au bout de 4 ans, 5 ans, s'en rend compte que ça vient recréer, là aussi, un ethos, une manière d'être. Voilà. Et nous, à la chaire, on a aussi tout un lieu d'expérimentation. On fait et ça aussi, ce qui n'est pas toujours le cas, encore une fois, d'une chaire de philosophie, c'est qu'il y a un territoire où on va co-designer des protocoles de soins, des prototypes avec les soignants, les patients, les familles. Et pour vous donner un exemple, on va en psychiatrie, à la demande du GHU, réfléchir au prototypage de protocoles alternatifs à la contention mécanique et chimique. Et donc on va travailler à des protocoles alternatifs de contenance. Et ensuite on va les tester, etc., etc. Donc tout ça fait aussi que ça rend... De contenance simplement. De contenance, c'est très... Voilà, de contenance, c'est-à-dire que l'idée c'est comment, à un moment donné, on fait en sorte qu'un sujet se contient lui-même. Voilà. Et donc on travaille sur cette notion-là. On peut avoir de la contenance par de la décharge, on peut avoir de la contenance par de la verbalisation, par de l'immersion et de la réalité virtuelle, on peut avoir de la contenance par enveloppement. Voilà. Mais c'est toujours de la contenance volontaire. Et donc on essaye par ces prototypes de contenance volontaire, justement de faire en sorte de faire baisser, peut-être un jour même de faire disparaître la contention mécanique et de faire grandement baisser la contention chimique. J'imagine qu'il doit y avoir des questions, vu tous les points qu'on a pu aborder là depuis un petit moment. Oui, je vois une main qui se lève là-bas, si on peut donner un micro. Bonjour. Moi, j'aimerais revenir du coup sur quelque chose que Madame Fleury a dit en tout début du Café Débat sur les formes plurielles et aussi sur tout le langage, en particulier un langage d'efficacité, que la médecine narrative permettrait de réduire ça ou ça. Est-ce que du coup, la médecine narrative, il faut la voir comme un pansement sur un hôpital biopolitique, ou est-ce qu'elle porte du coup des potentialités politiques de transformation de la société? Alors je vais vous dire qu'évidemment c'est la deuxième option. Je m'explique. Je pense que dans le cadre de ce qu'on propose, dans le cadre des ateliers de médecine narrative, on se situe en fait, c'est ce que vient d'évoquer Cynthia, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans le développement d'un processus de subjectivation personnelle et collectif. Et par ce même geste-là, on produit du politique en fait. Ce que je veux dire, c'est que peut-être qu'à taille vous l'avez compris. Mon finit par être un tout petit peu long. Vous l'avez en tête. En allant à dose homéopathique,
eh bien, on peut travailler sur un phénomène qui va se répandre de façon, voilà, sous forme de porosité, de pollinisation, de porosité. Qu'est-ce qui peut me traduire en langage des signes, s'il vous plaît? Bon, pardon, parce que votre question est vraiment sérieuse et je la prends vraiment à cœur. Donc, tout ça pour dire qu'on est sur un terrain politique et j'aurais envie de convoquer des auteurs comme Foucault, des auteurs comme Rancière. On se situe sur le terrain, enfin, d'un processus de subjectivation où on va travailler une émancipation. Donc oui, c'est pas un pansement. On pourrait comprendre, c'est ce que tu évoquais Cynthia, au début quand l'institution voit des ateliers se mettre en place, on peut imaginer, oui, ça leur fait plaisir. Et puis en fait, ça change les pratiques, ça change déjà, ça change les personnes, ça change les pratiques, ça change les regards. Voilà. Mais ça se fait pas en un jour. Ce sont des foyers de résistance, voilà, qui ont pour vocation à se développer. D'autres questions? Les remarques? Oui, tout devant. Ah, il y avait déjà... Okay. Je ne sais pas s'il y avait quelqu'un déjà qui avait intervenu. Ah, bon, bah c'est bon, on vous passe le micro alors. Oui, bonsoir. Je suis ergonome et je viens de passer 5 ans à l'hôpital. Mon travail consistait à essayer d'améliorer les conditions de travail. Et ce que j'ai vu, c'est des personnes qui avaient déjà pas le temps de faire les gestes techniques. Donc moi je trouve que l'idée de votre démarche elle est vraiment géniale. Mais autant je vois comment ça peut s'articuler dans des stratégies, dans des services de santé mentale, autant dans tous les autres services où j'ai suivi les soignants, je vois pas trop comment les équipes vont trouver du temps pour parler avec les patients et les aidants, puisque c'est quand même le projet. Alors autant effectivement des séances de débriefing, des ateliers d'écriture au moment du repas, bon déjà, là, il ne faut pas qu'ils aient trop faim, mais par contre, voilà, le témoignage que je vais apporter, c'est ça, c'est qu'il y a un vrai problème. Les directions des hôpitaux ont un vrai problème d'organisation du travail et de manque de personnel. Et là, voilà, je m'interroge. Alors, merci Patrice. Oui, merci. Deux choses. D'une part, ce qu'évoquait tout à l'heure Cynthia, c'est la possibilité de penser à un atelier entre midi et deux. C'est un réel moment qui compte dans la journée du soignant. Et c'est la création d'un moment de convivialité. Nous, à Bordeaux, on propose, dans le cadre de la médiathèque du CHU, des moments de lecture entre 13 et 14 heures, où on va prendre la lecture ensemble d'un texte et on va échanger sur ce texte littéraire. Et c'est un moment qui compte. Voilà, c'est important à prendre en compte. Hein, voilà, ça d'une part. Et d'autre part, il y a une étude qui a été faite en 1984 où on mettait en évidence que le médecin interrompait le patient au bout de 18 secondes. C'est une étude qui a été menée et remenée à plusieurs reprises. Et on se rend compte en fait que le patient est interrompu de façon de plus en plus rapide. On s'est rendu compte que si on laissait parler le patient, en fait, il ne prenait pas plus de 2 minutes pour proposer son récit. Ce que je veux dire par là, c'est que peut-être qu'on prend le problème par le mauvais bout. Évidemment qu'il y a des problèmes d'urgence, de temporalité à l'hôpital, et voilà, j'en suis convaincue. Mais je pense que cette question du temps, cette question de la perception du temps, elle peut être aussi le moyen de travailler avec les soignants pour qu'ils aient une autre... pour qu'ils aient une autre... pour qu'ils vivent autrement leur pratique. Ce que je veux dire, c'est que si on a une institution, et c'est pas limité, si on a un modèle managérial, etc., qui fait que le soignant est pressurisé et qu'il manque de temps, c'est pas la raison pour laquelle il faut baisser les bras pour proposer ce genre d'outils et de méthodologies. Je crois qu'au contraire,
ça devient indispensable. Oui, et c'est aussi, alors il y a cet aspect immergé, d'être imprégné dans l'institution, mais c'est aussi une discipline universitaire. Et l'université apporte le fait de pouvoir apporter des outils théoriques qui modifient le réel. Et donc le simple fait là qu'on soit tous collectivement à pouvoir parler au sein d'un événement de l'Université de Bordeaux, de ces événements, et de l'étayer d'un outillage, d'une méthodologie théorique et factuelle qui permet de rester, j'allais dire, je vais dire wokiste, mais de rester aux aguets des choses, mais c'est un élément important. Et c'est ça que porte l'université, c'est pas de favoriser les managers actuels qui répliqueraient ce qu'ils font actuellement, c'est de proposer de nouvelles stratégies de soins, des nouvelles façons de faire, et c'est aussi un élément important dans la chaire de médecine narrative, parce que c'est à l'ICHU de Bordeaux, elle est aussi l'Université de Bordeaux, et donc c'est ce que l'université, en tout cas moi en tant que jeune professeur j'y crois encore, peut porter comme possibilité émancipatrice à travers le savoir universitaire. Je peux partager très rapidement mon expérience. Quand j'étais à Rouen, j'étais là. Ça veut dire, j'invitais tous les soignants à venir parler avec moi. J'étais témoin, mais en même temps, j'ai mené des entretiens. Des entretiens qui n'étaient pas journalistiques, enregistrés. Au début, il y a eu quelques soignantes qui sont venues, pas toutes, mais finalement, toutes sont venues, et même il y en a ceux qui sont venus encore une fois. Et on parlait avant des soignants qui se bouchent les oreilles, mais ce que j'avais aussi, ça n'empêche pas que les soignants se bouchent les oreilles, mais ce qu'elle me disait aussi, par moment, vous êtes la première personne à qui je raconte ça, à part mon mari, c'était des choses comme ça, et surtout, et c'est le premier texte du livre, il y a un moment où c'est notre entourage qui se bouche les oreilles. Personne ne veut entendre notre quotidien, et avoir quelqu'un qui est venu ici recueillir nos récits, c'est comme un miracle. Et là, c'était cathartique. Et tout ce qu'elles m'ont raconté, pour elle, c'était cathartique, et en même temps, elles étaient convaincues que ça avait aucune valeur littéraire. Et c'était doublement surprise de raconter, et de voir que tout ça était pour moi précieux, et que ça allait être la matière d'un livre. Et voilà. Et par rapport à cette question, j'aimerais bien quand même vous donner aussi la parole, Cynthia, pour que vous réagissiez par rapport, voilà, comme ça, tout le monde aurait pu réagir. Il y a quand même une grande question que je souhaitais justement poser, qui est ce manque de temps. Alors je vais vous décevoir. En fait, oui, le temps n'est pas là. Donc, dès qu'on a posé ça, s'il faut attendre que le temps existe pour produire des conditions d'émergence d'autre chose, en fait, voilà. Donc, en fait, précisément, on choisit des objets, on les met sur une scène et ils vont produire du temps. Donc, c'est un peu, voilà. Donc, ce sont des techniques qui valent ce qu'elles valent, qui ne sont pas toujours opérationnelles, mais sans doute quand elles ne sont même pas menées, de fait, elles sont définitivement pas opérationnelles. Donc c'est vrai que ce n'est pas le temps, si vous voulez, qui viendra créer le soin, c'est cette volonté farouche de défendre les humanités en santé qui viendra créer le temps pour justement les protéger. Et je vais juste prendre votre question. Je vais vous donner la parole pour le. Il y en avait déjà eu ici, si je puis me permettre, par souci de justice et d'équité. On vous écoute. Merci. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Moi j'avais une question, mais ça fait peut-être un peu écho aux questions qui ont été posées. C'est justement cette idée, vous avez mentionné une ou deux fois cette idée que la médecine narrative n'était pas compatible avec des logiques de evidence-based medicine, donc certaines logiques managériales, ou en tout cas d'efficacité, d'efficience qui dominent peut-être les institutions. Et voilà, donc je voulais juste vous demander, enfin peut-être c'est moi qui ai mal compris, mais j'ai l'impression que vous avez dit Rita Sharon ne voit pas une opposition entre la médecine narrative et l'evidence-based médecine. Vous avez ensuite mentionné ce développement de protocoles qu'on pourrait ensuite tester.
Et donc je me demandais voilà, si vous pouviez en dire un peu plus en fait sur cette réconciliation-là ou cette conciliation-là de s'opérer. Peut-être on fait un à deux voix, mais déjà, l'evidence-based medicine ne porte pas nécessairement une stratégie managériale telle qu'a été mise en place avec la tarification d'actes, tout ça, dans les hôpitaux. Donc en fait, l'evidence-based medicine, c'est baser l'activité clinique sur des preuves scientifiques, ce qui est en soi quand même plutôt une bonne chose, et c'est ce qui a permis un progrès quand même des connaissances scientifiques et des pratiques scientifiques. Après, l'evidence-based medicine a dit qu'il y a un trépied, il y a les connaissances scientifiques, les préférences du patient et la mise en place de celle-ci. Et donc en fait, c'est comment on tient compte de ces préférences. Et c'est là où il n'y a pas une opposition, il y a le fait de pouvoir écouter le patient et donner des outils techniques, des outils expérientiels, des compétences relationnelles pour pouvoir tenir compte de soins personnalisés. On parle de soins de précision, mais à côté de la précision, il y a l'idée qu'ils soient personnalisés. Et cette personnalisation a à tenir compte de l'expérience des sujets. Après, penser que l'evidence-based medicine, du fait que c'est une technoscience, en fait, apporter les stratégies managériales capitalistiques, c'est peut-être des raccourcis qu'on n'est pas obligé de faire parce que je pense que les systèmes sont plus complexes en termes de fonctionnement. Si vous pouvez nous laisser, donc je voudrais juste qu'elle puisse réagir à la question qui a été posée elle aussi. Oui, je vais vous laisser parce que j'ai un train. Non, mais oui, tout l'enjeu, je pense, pour nous, c'est à la fois de s'articuler avec l'evidence-based medicine, ça c'est quand même très vrai, je veux dire, on est totalement compatibles, et puis en même temps, on essaye aussi, en tout cas nous à la chaire, c'est pas simple, on essaye aussi d'inventer des méthodologies mixtes, parce que les SHS ont des régimes de preuve un peu différents, plus qualitatifs et pourtant pas plus déficitaires. Donc l'enjeu c'est la création de ces méthodos mixtes. Donc c'est pas le pur evidence-based medicine, c'est quelque chose qui, voilà, donc Rita Charon, elle développe et si Jocelyn Brown elle doit être par là, elle pourrait nous expliquer plus spécifiquement le type de cohortes, de méthodos qui sont mis en place justement pour qu'il y ait un evidence-based medicine de cette médecine narrative. Voilà, et pour conclure, puisque nous devons terminer maintenant, mais je vous inviterai donc effectivement à écouter les textes qui seront présentés et lus, si je ne me trompe pas, en plus par des personnes qui les ont écrites donc à 21h. Elles sont mises en scène. Elles sont mises en scène en plus, excusez-moi. Et simplement un petit point qu'on n'a pas eu le temps d'aborder, sur lequel j'aimerais conclure, c'est que un des points intéressants aussi de la médecine narrative, c'est tout ce qu'elle apporte dans le changement de vocabulaire et de façon d'utiliser des métaphores pour parler de la maladie. Il y a un texte dans la clinique de la dignité, alors sur les parties rebond, donc écrit par d'autres personnes. Cette fois-ci, c'est Catherine Tourec-Turgis qui présente un petit peu ce que j'appellerais un peu le vocabulaire d'avant-guerre. Pour ma part, qui est très lié dans le cancer et on reprend en fait des termes de la Seconde Guerre mondiale avec on bombarde, on nettoie la zone, on tue les cellules cancéreuses, on les détruit. Et justement, un des intérêts aussi de la médecine narrative, c'est de permettre de trouver un nouveau vocabulaire pour dire les choses qui nous permettent de les appréhender autrement, patients comme soignants. Voilà, merci beaucoup.